monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. Mardi soir, vous avez été particulièrement nombreux à nous suivre. Un grand merci pour votre fidélité. Et puis je compte bien sûr sur vous pour cliquer encore sur le pouce en l'air juste ici et relayer cette vidéo. Au programme ce soir, Volodymyr Zelensky renvoyé dans ses cordes par le Kremlin. Intoxiqué par la propagande occidentale, le président ukrainien sans mandat va rapidement déchanter face au président américain qui semble vouloir mettre un terme rapidement au conflit. Donald Trump est aussi à pied d'œuvre sur la question moyen-orientale. Le roi de Jordanie s'est rendu à la Maison-Blanche quelques jours après les propos surprenants du président américain. Et puis nous reviendrons en France et sur la question du meurtre de la petite Louise alors qu'un suspect a avoué le crime 4 jours après les faits. Volodymyr Zelensky a-t-il amorcé sa dernière ligne droite alors que le leader ukrainien a évoqué d'hypothétiques échanges de territoires avec la Russie? Moscou a rejeté fermement le principe. La sortie de crise se négocie loin des projecteurs, loin de Bruxelles et loin de Kiev. Le point tout de suite. Le récit médiatique de la guerre en Ukraine à l'agonie. À l'aube d'une conférence sur la sécurité organisée à Munich dès vendredi, Volodymyr Zelensky commence à baisser d'un ton. Après près de 3 ans à affirmer qu'il ne ferait aucune concession, le président ukrainien sans mandat depuis mai dernier a évoqué mardi la possibilité d'un échange de territoire avec la Russie. Une explicitation de la stratégie perdante de l'Ukraine que nous avions déjà décryptée à de maintes reprises. En effet, l'aventure ukrainienne estivale en territoire russe dans la région de Koursk n'avait que pour seul objectif de constituer une monnaie d'échange. Une initiative morte-née puisque le territoire en question ne représentait que peu d'intérêt pour la Russie, comme l'a d'ailleurs démontré sa faible détermination à le défendre. Une évidence que BFM est en passe de découvrir. Parce qu'en fait la Russie aurait peu d'intérêt à accepter d'échanger des territoires. L'Ukraine n'occupe que quelques centaines de kilomètres carrés de territoire russe dans la région de Koursk, une région qui est peu peuplée et avec peu d'intérêt stratégique. Un désintérêt qui invalide par là même les délires occidentaux autour des prétendus envois de contingents nord-coréens. Sans grande surprise, la proposition d'échange formulée par Volodymyr Zelensky a rapidement été douchée par le Kremlin. Dimitri Peskov, le porte-parole, a déclaré que les discussions de cette nature étaient impossibles et que les unités ukrainiennes seraient détruites et expulsées des régions russes, évoquant bien sûr la région de Koursk. Une réaction logique puisque la supériorité militaire de Moscou est nette, une évidence à laquelle souscrivent de plus en plus de voix revenues à la raison. Dans ce cadre, Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, en lieu et place d'Anthony Blinken, a clairement dénoncé la voie sans issue dans laquelle l'Ukraine avait été poussée par l'Occident. Ce qui est malhonnête, c'est que nous avons en quelque sorte fait croire aux gens que l'Ukraine serait capable non seulement de vaincre la Russie, mais de la détruire, de la repousser, jusqu'à ce que le monde ressemble à ce qu'il était en 2012 ou 2014, avant que les Russes ne s'emparent de la Crimée et d'autres choses du même genre. En conséquence, ce qu'ils demandent depuis 1 an et demi, c'est de financer une impasse prolongée et dans laquelle la souffrance humaine se poursuit. Une souffrance qu'il serait temps d'arrêter en commençant par accepter la réalité du terrain. Une évidence que Donald Trump semble avoir très bien comprise. Dans ce cadre, la plaisanterie munichoise de fin de semaine devrait se dérouler essentiellement pour amuser la galerie et occuper les néoconservateurs réfugiés à Bruxelles. Le porte-parole du gouvernement allemand a lui-même estimé qu'aucun indice ne laissait imaginer une avancée décisive lors de la réunion. La prochaine étape sérieuse devrait donc avoir lieu lorsque l'émissaire de la Maison-Blanche, Keith Kellogg, ira en Ukraine le 20 février selon Kiev, une visite qui visera sans doute à faire entendre raison à Volodymyr Zelensky. Dans le même temps, Donald Trump affirme que les discussions avec Moscou avancent sans révéler le moindre détail, bien loin des méthodes Macron qui font toujours beaucoup de bruit pour rien. C'est un peu la diplomatie du bras tordu. Mardi, Donald Trump a reçu le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison-Blanche pour imposer ses plans sur la bande de Gaza. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Are you confident you can get the king on board with your plan for the Palestinian people? He's a great man. Will you cut off aid to Jordan if he doesn't, sir? Dans le plus pur style Trump, interpellé par une journaliste sur ses menaces concernant l'accueil de Gazaouis en Jordanie, le président des États-Unis a pointé du doigt le roi Abdallah II en affirmant « c'est un bon gars ».
Donald Trump s'est par ailleurs bien gardé de répondre quand lui a été demandé s'il allait couper les subventions du royaume s'il ne se pliait pas à l'injonction d'accueil qu'il avait formulée en début de semaine. Le monarque arabe a de son côté refusé de répondre aux questions sur l'accueil des Palestiniens de l'enclave sur son territoire. En effet, si l'opinion dans les pays arabes est toujours très favorable à la Palestine et hostile à Israël, les populations sont souvent moins enclines à l'idée d'accueillir sur leur sol des réfugiés. Un peu pris au piège par Donald Trump, le roi de Jordanie a éludé publiquement la question, même s'il s'y est opposé dans un message posté sur les réseaux sociaux. En compagnie de Donald Trump, il s'en est tenu à évoquer les propositions de l'Égypte, autre État qui a été sommé par le président américain d'accueillir des réfugiés, un peu plus de 2 millions en tout. Les conséquences pour ces deux pays ne sont pas du tout les mêmes. En effet, la Jordanie compte un peu moins de 12 millions d'habitants, quand l'Égypte a une démographie importante avec plus de 110 millions d'habitants. Abdallah II devra donc composer avec son homologue américain, mais aussi avec Abdel Fattah al-Sisi. Ce dernier pourrait s'engager à prendre l'essentiel des réfugiés, mais cela se fera sans nul doute avec des contreparties. Les relations bilatérales entre les deux États étant bonnes, la situation n'est pas bouchée cependant. Mais c'est bien sur l'Égypte que pourrait compter la diplomatie jordanienne. C'est d'ailleurs le Caire qui a pris l'initiative et qui formulera des propositions au nom de la Ligue arabe. Le contenu de ces propositions n'a pas fuité, mais il semblerait pour le moins déconcertant que la Ligue arabe admette le déplacement de millions de Palestiniens, au risque de se mettre à dos une large partie de l'opinion. En revanche, Donald Trump pourrait aussi se servir de ce plan pour Gaza afin d'obtenir d'autres concessions. Impulsif, le président américain est aussi joueur et pourrait avoir une autre idée derrière la tête. L'exigence israélienne de la reconnaissance de l'annexion des colonies en Cisjordanie pourrait aussi peser dans la balance, car si Washington y est disposé, cette colonisation pourrait échauder Riyad qui s'était pourtant rapproché de Tel Aviv ces derniers temps. Les propositions de la Ligue arabe seront débattues en Arabie Saoudite et devraient s'en tenir à la fameuse solution à deux États. Reste à voir si la nouvelle administration américaine entend négocier ou suivre son plan. Les dernières déclarations américaines vont plutôt dans ce sens, puisque Donald Trump s'est dit certain à 99% de parvenir à un accord avec l'Égypte, refusant d'évoquer à nouveau la menace d'une suspension de l'aide à ces deux pays. La méthode Trump, dans laquelle est assumé un certain donnant-donnant au profit de Washington, va rapidement être mise à l'épreuve avec un conflit qui semble irrémédiable et interminable. Pour la bonne marche de son plan, ou même pour une autre forme de résolution du conflit, il faudra aussi que perdure une relative paix en Palestine. Et de ce côté, le cessez-le-feu précaire avec le Hamas pourrait aussi changer la donne. L'organisation armée palestinienne a d'ailleurs déjà annoncé que la libération de 3 nouveaux otages prévus samedi serait reportée en raison de violations répétées par Israël des termes de l'accord. Le président Trump avait fixé un ultimatum le samedi à midi, menaçant de déchaîner les enfers sur le Hamas si les échanges d'otages n'étaient pas effectués. Nous aurons donc des premiers éléments de réponse samedi. 4 jours après la découverte du corps inanimé de la petite Louise dans un bois de Longjumeau en Essonne, le principal suspect a fait des aveux à la police. Connu des services, l'individu est à l'image du déclin du pays, sauvage et acculturé. Le point de Renaud de Bourleuf. Le suspect dans le meurtre de la petite Louise est passé aux aveux. Il s'agit d'un certain Owen Legrand, 23 ans et résident à Épinay-sur-Orge, en Essonne, dans le même quartier que la victime. Louise, âgée de 11 ans, a été retrouvée morte, criblée de 8 coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Lundi, en menant une enquête de voisinage, les policiers sont intrigués par des traces de griffures sur les mains de l'individu. Le soir même, ils constatent que l'ADN retrouvé sur Louise correspond à celui de ce Owen. Il est arrêté et placé en garde à vue. Sa sœur assure par ailleurs l'avoir reconnu sur une caméra de vidéosurveillance. Il se dirigeait vers le bois où la découverte macabre a été faite. Mardi matin, ses parents et sa petite amie, âgée de 24 ans, sont à leur tour placés en garde à vue, suspectés de non-dénonciation de crime. Ils auraient donné des informations incohérentes sur l'emploi du temps d'Owen le vendredi. Sa mère assurait notamment qu'il n'aurait pas quitté le domicile. Ce mercredi matin, le parquet d'Evry annonçait qu'Owen Legrand avait avoué avoir commis le meurtre de Louise. Sans emploi, l'individu passait ses journées entre un bar, une supérette et le domicile de ses parents selon des riverains. Il était connu des services de police avec 6 mentions à son casier judiciaire. Il aurait passé à tabac plusieurs fois sa sœur sous les yeux des parents. L'adolescente affirmait avoir eu peur de mourir. Le mobile du meurtre de Louise reste mystérieux. Selon l'autopsie, il n'y aurait pas eu d'agression sexuelle. La piste du vol n'est pas privilégiée. Son téléphone portable a été retrouvé à côté du corps. La piste explorée par les enquêteurs plonge dans le quart-monde. Owen aurait réagi à un échec lors d'une partie de jeux vidéo.
auquel il serait décrit comme addict. C'est après avoir perdu sur Fortnite, un jeu consistant à tuer des zombies et construire des fortifications, qu'il aurait eu un accès de violence. Ne supportant pas de perdre et d'être raillé par ses adversaires en ligne, il serait sorti de chez lui, probablement avec un couteau, pour se calmer. Il aurait alors croisé la fillette avant de l'emmener vers le bois des Templiers pour finalement la tuer. Ce mercredi matin, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est exprimé. C'est absolument terrible. Et ça montre un ensauvagement, ça montre quelque chose quand même de notre société. Une société violente, de plus en plus multiculturelle, mais aussi de plus en plus acculturée. Et l'on part à présent faire le tour de France en bref. Bruno Retailleau veut présider les Républicains. Le ministre de l'Intérieur a adressé un courrier aux adhérents de son mouvement pour détailler ses projets. Quelques heures après les déclarations de son prédécesseur à Beauvau, Gérald Darmanin, visant à organiser une grande primaire entre la Macronie et la droite gouvernementale, l'ancien bras droit de Philippe de Villiers joue la stratégie inverse. Il entend ainsi reprendre le flambeau laissé vacant par le départ d'Éric Ciotti après son rapprochement du RN pour les dernières élections législatives. Pour Bruno Retailleau, prendre la tête du parti répondrait à l'inquiétude quant à une guerre des chefs. En d'autres termes, devenir président de LR le rendrait naturellement candidat à la présidentielle de 2027, une partition qui devrait être semée d'embûches. Les finances françaises à contre-courant. Dans un rapport de la Cour des comptes publié mardi, l'institution affirme que les crédits de la mission Immigration, Asile et Intégration ont augmenté de 23% entre 2019 et 2023. Cette hausse s'expliquerait selon la Cour par des flux migratoires croissants et un désengagement de l'État au profit d'associations censées gérer l'hébergement, l'accompagnement et même, je cite, l'intégration des clandestins. Dans le détail, les associations ont été bénéficiaires de plus de 850 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 46% par rapport à 2019. Et en matière d'intégration, les associations ont touché 16,3 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 114%, essentiellement pour mettre en œuvre des contrats d'intégration républicaine qui comprennent un volet civique et un autre linguistique. Paris vaut bien une primaire. Les Verts et la Rose ont décidé d'organiser des élections internes avant la course à la capitale de 2026. Mardi, le parti Les Écologistes a dévoilé ses 4 candidats. Les 2 premiers, David Béliard et Anne-Claire Bou, sont maires adjoints chargés respectivement des transports et de la santé. Les 2 autres candidats, Fatoumata Koné et Aminata Niakate, siègent en tant que conseillers municipaux. Le sénateur Yannick Jadot envisageait de se présenter seul et de rallier les autres candidats à son panache vert, mais il s'est ravisé et laissera les militants trancher le mois prochain. Côté socialiste, un vote interne devrait également être organisé, mais début avril. Emmanuel Grégoire, ancien bras droit d'Anne Hidalgo, affrontera le sénateur de Paris Rémi Féraud et sans doute d'autres personnalités pas encore déclarées. Le ridicule ne tue pas Yaël Braun-Pivet. En marge du sommet sur l'intelligence artificielle organisé à Paris, la présidente de l'Assemblée nationale a voulu faire du patriotisme en taclant Elon Musk. L'élu des Yvelines a vanté la supériorité du chat, l'intelligence artificielle développée par le français Mistral, sur le robot Grok de X ex-Twitter. Yaël Braun-Pivet a expliqué avoir demandé aux 2 IA « Représente-moi 2 personnes, l'une président l'Assemblée nationale, l'autre PDG d'une grande entreprise. Grok a alors proposé une photo de 2 hommes quand le chat a choisi de présenter un homme et une femme. Une parité qui suffirait, selon Yaël Braun-Pivet, à justifier la supériorité du modèle français, un peu comme en politique. Nucléaire et éolienne, un mariage dangereux. Lundi, l'autorité de sûreté nucléaire d'EDF a rendu un rapport selon lequel l'arrivée massive d'énergie dite intermittente multiplie les variations de charge. Conséquence, des contraintes sur le fonctionnement des installations et des risques sur la sûreté du système électrique. En effet, le caractère alternatif des éoliennes et des panneaux solaires perturbe la planification des activités nucléaires. Le rapport a été rendu le jour où Emmanuel Macron vantait le nucléaire et en même temps le développement des énergies dites renouvelables. Et on poursuit avec l'actualité internationale. Une salle, 2 ambiances. Lors de son discours au sommet sur l'intelligence artificielle de Paris, le vice-président américain J.D. Vance a refroidi l'Assemblée.
qu'il a affirmé devant Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen que l'Amérique n'accepterait jamais les régulations excessives de l'industrie de l'IA mises en place par Bruxelles. Il a également déclaré que les USA comptaient bien rester leaders dans ce domaine. Enfin, J.D. Vance a mis en garde les élites européennes sur leur volonté de censurer les réseaux sociaux ainsi que leur partenariat avec des régimes autoritaires. Après son discours, le vice-président Vance a quitté le Grand Palais sans même attendre les discours de ses homologues. Le Canada au garde à vous face à Washington après les menaces de Donald Trump d'une explosion des droits de douane. Le pays des caribous se met en ordre de bataille pour satisfaire l'oncle Sam. Ottawa a nommé un proche du président américain, Kevin Brosseau, responsable de la lutte contre le fentanyl. En effet, le président américain avait sommé son voisin de renforcer sa lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi contre le trafic de stupéfiants, visant en particulier les opioïdes, à l'origine d'une crise sanitaire sans précédent aux États-Unis. Ottawa a aussi annoncé un plan de 1,3 milliard de dollars canadiens pour agir efficacement dans cette lutte, notamment par la multiplication d'hélicoptères et de drones au-dessus de la frontière de quelques 9000 km. Le Soudan ou la pire crise humanitaire au monde. Mardi, l'Union africaine, l'UA, qui a exclu le Soudan de son organisation, a alerté sur la guerre qui sévit depuis avril 2023. L'UA déplore des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition sévère aiguë. Les affrontements entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes. L'UA prône un dialogue politique inter-soudanais dans cette guerre où les alliances vont à contre-courant des habituelles oppositions. Ainsi, l'armée est soutenue par les États-Unis et l'Iran, quand les forces de soutien rapide bénéficient du soutien de la Russie ou encore des Émirats arabes unis. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Au programme sur TVL, un nouveau numéro de Passé Présent avec Antoine Delacoste pour évoquer l'intervention militaire russe en Syrie en 2015. Également au programme Perles de culture, Anne Brassier reçoit Anne Le Pape pour son ouvrage sur Léon Daudet. Retrouvez également sur la chaîne YouTube de TVL format court l'ancien député européen Hervé Juvin. Il s'interroge sur le potentiel effondrement de l'Union européenne. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.